Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un dossier spécial, l'ataxie, plus précisément l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Donc il s'agit d'un problème de coordination qui peut survenir dans le cas de plusieurs maladies. Cela est dû à la dégénérescence du centre de la coordination, le cervelet, mais peut aussi être dû à une atteinte des nerfs périphériques et de la moelle épinière qui s'occupe de la transmission de l'influx nerveux entre le cervelet et les muscles. L'ataxie de Charlevoix-Saguenay, quant à elle, est une atteinte au niveau des nerfs périphériques et de la moelle épinière qui peut causer de la spasticité au niveau des membres inférieurs, des troubles de coordination et des troubles dans le langage. C'est une maladie qui est héréditaire, dégénérative et qui survient de la naissance. Donc, à vous Audrey pour plus d'informations historiques. Merci Audrey. À l'aide de la figure ci-contre, il est possible d'observer une répartition de la maladie dans la province de Québec au niveau des régions A correspondant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, B à la région de Charlevoix et plus négligemment C la région de la Haute-Côte-Nord. Si nous nous concentrons davantage dans les régions de Saguenay-Lac-Saint-Jean et Charlevoix, il est possible d'observer une plus grande concentration de personnes atteintes au niveau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En effet, dans ces deux régions, une personne sur 22 est porteuse du gène récessif de la maladie pour un total de 200 à 250 personnes atteintes. L'incidence de la maladie est de 1 naissance sur 1932 et est davantage concentrée dans les régions de Jonquière et Chicoutimi. La répartition particulière de la maladie dans la province de Québec peut être expliquée par un phénomène appelé l'effet fondateur. En effectuant la reconstitution généalogique de certains porteurs de la maladie, il est possible de remonter à une population fondatrice provenant des régions A et B, Perche et Poitou, situées au nord-ouest de la France, et arriver à la province de Québec au XVIIe siècle, tout d'abord dans la région de Charlevoix. Puis, en 1832, lorsque la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est ouverte à la colonisation, le 3/4 des nouveaux arrivants provenaient de la région de Charlevoix, la ville voisine. C'était Audrey pour les informations historiques. De retour à vous, Audrey. Merci Audrey. Donc allons voir Justine sur le terrain pour en savoir davantage. Bonjour Justine. Nous sommes présentement en présence de Mme Cynthia Gagnon, ergothérapeute et professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke dans la Faculté des médecines et sciences de la santé, qui fait de la recherche ici à la Clinique des maladies neuromusculaires au Centre de santé et services sociaux de Jonquière, pour avoir davantage d'informations sur l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Premièrement, qu'est-ce que l'ataxie de Charlevoix-Saguenay? L'ataxie de Charlevoix-Saguenay, c'est d'abord, comme son nom l'indique, une ataxie, donc ce qui va amener de l'incoordination, puis on reviendra tout à l'heure, mais une panoplie de symptômes liés à l'ataxie. Mais sa spécificité par rapport à d'autres ataxies, c'est qu'on a aussi l'apparition de spasticité, qui va s'installer principalement aux membres inférieurs et qui va être très variable d'un patient à l'autre. Et en plus, on a ce qu'on appelle une neuropathie distale, qui est vraiment une perte progressive de la force musculaire au niveau des mains et des pieds, qui ne progressera pas nécessairement beaucoup plus haut, mais qui va être vraiment localisée, donc ce qu'on va appeler une neuropathie distale. Donc c'est une triade d'atteintes qui va, dans le fond, toucher au cervelet, à la tracte cortico-spinale, à la tracte spino-cérébelleuse et une neuropathie associée. L'ataxie va débuter vers à peu près l'âge de 18 mois à 2 ans, ou déjà, mais c'est encore là variable. Le portrait classique, je vous dirais probablement 80% des enfants qu'on voit vont commencer à chuter. On va les voir vers peut-être 3 ans, 4 ans, ici, dans la région. Ailleurs dans le monde, comme c'est pas quelque chose qu'on pense quand on voit un enfant qui chute, ça peut être beaucoup plus tard le diagnostic. Ici, c'est autour de 3 ans, 4 ans que le jeune va commencer à avoir marché un peu plus tard, vers 2 ans. Et là, il va commencer à chuter un petit peu plus. Et là, on va commencer à se poser des questions. Et tranquillement, pas vite, ça va progresser. Mais ce n'est pas une progression rapide, c'est une progression à travers plusieurs dizaines d'années. Et quelles sont les causes de la maladie? C'est que le gène SAX produit la protéine saxine qui est impliquée dans le travail que fait les mitochondries, qui sont au niveau de la cellule. Et récemment, l'équipe du Dr Bray a publié des résultats de recherche qui démontrent que à l'intérieur des mitochondries, quand il y a un problème au niveau de la production de la saxine, c'est qu'on va avoir comme un enchevêtrement qui va s'installer à l'intérieur de la mitochondrie et qui va empêcher son bon fonctionnement. C'est que le gène de la saxine, c'est un des gènes les plus longs
que l'être humain possède. Il y a différentes longueurs de gènes, ils ne sont pas tous de la même longueur. Et ce que ça l'a, dans le fond, amené, c'est qu'il y a plusieurs mutations différentes sur ce gène-là qui vont amener la même maladie. Au Saguenay, ça enlève complètement la production de saxine. Ailleurs dans le monde, il y a certains défauts génétiques différents qui, là, amèneraient une production partielle de la saxine. Et c'est ce qui expliquerait peut-être que dans d'autres cas qui ont été rapportés dans le monde, on voit un portrait un peu moins sévère de la maladie. Puis, quelle est l'évolution de la maladie et les conséquences sur la vie quotidienne des individus? De manière globale, ce qu'on voit, c'est qu'autour de entre 30 et 40 ans, pour la majorité des gens, on va avoir la prise du fauteuil roulant. Avant ça, on va avoir une canne, une marchette, donc on va avoir la progression typique. Donc, vraiment des atteintes importantes au niveau de la marche. L'atteinte de la spasticité va être qu'au membre inférieur. On n'a pas vu de cas où ça se développait au membre supérieur. Donc, au niveau du membre supérieur, ça va être principalement de l'incoordination qu'on va voir. Et ça va être vraiment, il va y avoir deux caractéristiques à l'incoordination. Il va y avoir le déplacement spatial. Donc, quand on va aller vouloir toucher une cible, on va se déplacer spatialement au lieu d'avoir une belle ligne droite. La deuxième caractéristique qui est atteinte, c'est ce qu'on va appeler excusez mon terme anglais, le over ou under shooting. C'est-à-dire qu'on va vouloir aller toucher la cible qui est là et on va la dépasser ou on va arriver vraiment avant la cible et là, il va falloir se déplacer pour la toucher. Donc, c'est les deux caractéristiques de la coordination qui vont être atteintes. Par la suite, s'il y a développement de la neuropathie distale, ça va amener une faiblesse progressive. Donc, on va avoir une fente musculaire au niveau des interosseux dorsaux et ce qui va amener progressivement une perte de force musculaire. Cette neuropathie-là, encore là, va être présente beaucoup plus tard. Elle va commencer vers la vingtaine. Donc, jusqu'à 20 ans, on va généralement avoir une force normale et par la suite, elle va diminuer. L'incoordination va progresser, la neuropathie va progresser, la spasticité aussi va progresser et on va avoir aussi, en lien avec les membres inférieurs, le développement, dans le fond, d'un pied creux. Donc, on va avoir vraiment une atteinte et on va développer aussi ce qu'on appelle les orteils en griffe. Donc, ça aussi va avoir un impact sur la capacité de la marche. Va avoir aussi un impact sur la capacité des transferts. Au niveau des soins d'hygiène, assez rapidement, les gens qui présentent beaucoup de spasticité, pas ceux qui ont que de l'incoordination, vont avoir de la difficulté à faire leurs soins de pied, à laver correctement les membres inférieurs et à faire leurs soins d'hygiène en général. Au niveau des activités de la vie quotidienne autres, c'est sûr qu'on va avoir de la difficulté, il va falloir faire des adaptations au niveau de la cuisine parce que bon, qui sont classiques d'une personne qui va faire l'utilisation soit d'une marchette ou d'un fauteuil roulant, mais en plus, il va y avoir beaucoup d'interventions au niveau des risques de chute. C'est une population qui chute jusqu'à une dizaine de fois par jour. La spasticité au membre inférieur va amener une faiblesse sous-jacente et cette faiblesse-là, à un moment donné, va aussi contribuer à l'arrêt des transferts. Donc, les gens ne seront plus capables de faire leurs transferts en position debout, vont être obligés de les faire en position assise, ce qui va amener d'autres challenges. Beaucoup d'adaptations de domicile donc, dans la salle de bain, dans la cuisine, au niveau de la conduite automobile aussi, parce qu'avec l'apparition, surtout de la spasticité, on va tranquillement pas vite instaurer une conduite seulement manuelle. Au niveau de l'ergothérapie, ça va être aussi l'adaptation du poste de travail. Donc la majorité des gens vont faire des études, de plus en plus vont faire des études secondaires, postsecondaires, universitaires. Ils vont être capables de maintenir un certain niveau de travail, certains plus longtemps, certains moins longtemps, dans un environnement normal. Mais le rôle de l'ergothérapeute, et ça je pense que c'est quelque chose qui est encore en devenir, va être aussi de beaucoup aider sur l'orientation. Parce que les gens au secondaire vont avoir très peu d'atteintes, vont avoir une démarche un peu hésitante, peut-être un peu de dysarthrie aussi, il y a la dysarthrie qui est aussi atteinte, mais de manière encore là très variable. Mais ce qui ne les amène pas à voir ou à se projeter beaucoup en avant. Et le choix de la carrière va beaucoup influencer combien de temps on peut être encore en fonction. Finalement, quelles sont les perspectives d'avenir en ce qui concerne la maladie? Oui. Donc, les perspectives d'avenir, je pense, sont vraiment excellentes. Et le rôle de l'équipe ici à la Clinique des maladies neuromusculaires et avec l'équipe de recherche que je dirige, c'est nous de vraiment comprendre la progression de la maladie chez le patient, donc l'histoire naturelle de la maladie. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des traitements, il peut arriver trois choses. On peut ne pas avoir d'effet. On peut complètement, guérir la maladie, ce qui arrive très rarement, très rarement. On peut limiter le rythme de progression de la maladie. Donc, au lieu de progresser de 5% par année, on va progresser de 2%. Ou on va
arrêter la progression de la maladie. Donc, on ne guérira pas, mais la progression va arrêter au moment où on va commencer à donner la thérapeutique. Je pense que c'est une période vraiment excitante pour la communauté et aussi au niveau international, parce que comme on a découvert des cas un peu partout, les gens qui avaient des diagnostics non spécifiques, donc une ataxie non spécifique, maintenant se font évaluer pour l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Et là, on commence vraiment à avoir un intérêt international pour l'ataxie de Charlevoix-Saguenay. Donc, plus de financement, plus de recherche, plus de capacité rapidement d'avoir des réponses. Merci beaucoup, Mme Gagnon, d'avoir accepté de participer à l'entrevue. Merci. Merci Justine. C'était tout pour notre dossier spécial d'aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochaine émission sur l'hypnose.